En fait, ils essayent de proposer une alternative à ce que les Américains ont présenté. Comment as-tu trouvé la réunion à Genève? Tu sais, Marco Rubio y est allé pour parler. Il semble que CNN ait rapporté que 3 points cruciaux de ce document ont été supprimés. L'un concerne les concessions territoriales, un autre la limitation de la taille de l'armée ukrainienne, et le troisième, l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Si l'on suppose que les Européens ont réussi d'une manière ou d'une autre à les retirer du document, est-ce possible? Penses-tu que cela reste viable? Je pense que tout est possible, mais c'est très improbable, car l'opposition à ce plan de paix est menée par des acteurs très, très faibles. Nous parlons des Européens. Les Européens n'ont aucune carte à jouer. Ils n'ont pas d'armée, ils n'ont aucun levier. En plus de cela, les principaux moteurs de cette opposition au plan américain sont les gouvernements de Londres, Paris et Berlin, et tous trois sont profondément impopulaires dans leur propre pays. Et puis, vous savez, je pense qu'une partie du jeu concerne aussi ces enquêtes anticorruption en cours en Ukraine. Elles sont clairement dirigées par les Américains. Ce sont eux qui contrôlent ces agences anticorruption. Le détournement de 100 millions de dollars n'était que la partie émergée de l'iceberg, mais il a déjà fait éclater la clique dirigeante autour de Zelensky. 3 ou 4 de ses plus proches collaborateurs se sont enfuis et sont partis en Israël. Yermak, nous ne savons pas s'il restera encore longtemps au gouvernement. Il subit une pression énorme. Mais comme nous le savons désormais, la véritable enquête sur la corruption finira par éclabousser bon nombre de ces va-t-en-guerre européens. Les Estoniens, les Français, les Britanniques et les Allemands. Car on parle ici de sommes comprises entre 50 et 100 milliards de dollars, avec un B majuscule. Je pense qu'une partie du jeu consiste à leur mettre la pression, car sinon, des choses vraiment laides pourraient sortir dans un avenir très proche. Et je crois que c'est en partie la raison pour laquelle Donald Trump s'est récemment rendu à Londres pour rencontrer Keir Starmer. Ce qu'on entend de ces réunions donne l'impression qu'il y est allé simplement pour prendre une tasse de thé et quelques scones. Mais je pense qu'à huis clos, la discussion a pu être différente. Peut-être quelque chose comme « Écoutez, nous avons toutes ces informations. Nous avons des traces de ces montants transférés vers des banques londoniennes. » Veuillez coopérer. Nous pouvons le faire de manière simple ou nous pouvons le faire de manière désagréable. Je pense qu'un avertissement similaire a probablement été envoyé à d'autres endroits en Europe, Paris, l'Estonie en particulier. Apparemment, les banques estoniennes ont été l'un des principaux canaux pour cela. Et au final, la majeure partie de cet argent provient des contribuables américains. Donc si cela éclate, ce sera vraiment embarrassant pour les Européens. Et cela provoquera la colère du peuple américain envers les élites européennes. Et même avant que l'on en sache beaucoup à ce sujet, cela renforce déjà la position de personnes comme Robert Fico et Viktor Orban, qui veulent préserver la paix en Europe et réformer l'Union européenne. Et cela affaiblit la position d'Ursula von der Leyen et de Kaja Kallas, qui, je ne sais même pas vraiment pour qui elle travaille. Mais elle ne représente certainement pas des électeurs tels que nous les concevons dans une démocratie. Tout cela pèse donc désormais non seulement sur l'Ukraine, mais aussi sur l'Union européenne. Les concessions territoriales pourraient, vous savez, aller et venir plus d'une fois. Au final, je pense que plus les Ukrainiens et les Européens s'opposent au plan de paix américain, plus leur position se dégrade, car les Russes, entre-temps, progressent sur le terrain. Et il y a de fortes chances que dans les 2 ou 3 prochains mois, les forces russes se trouvent sur le Dniepr.
Et vous savez, chose intéressante, l'une des dispositions du plan de paix prévoit que les Russes ne s'ingéreront pas dans le commerce ukrainien le long du Dniepr. Peut-être qu'ils perçoivent déjà le problème à l'avance. Eh bien, nous verrons. Ils sont déjà proches du Dniepr, dans le sud. Mais je me demande, vous savez, nous avons aussi vu des tweets, des déclarations officieuses de personnes comme Kirill Dmitriev, qui a dit que cet accord de paix repose sur l'entente conclue entre les deux parties en Alaska en août, dont nous ne connaissons pas exactement le contenu, car nous n'avons eu que des comptes rendus très généraux de ces réunions. Mais j'imagine que s'ils se sont rencontrés là-bas en personne, des notes très détaillées ont été échangées entre les deux parties. Et puis peu de temps après cette rencontre, Kirill Dmitriev lui-même a tweeté que Vladimir Poutine et Donald Trump allaient empêcher le déclenchement de la Troisième Guerre mondiale. Allaient empêcher. Il n'a pas dit pourrait, devrait ou risquerait, il a dit allait. Ce qui me dit qu'ils sont parvenus à une sorte d'accord et que depuis août jusqu'à maintenant, ils s'en sont servis pour élaborer un plan en 28 points. Alex, je pense que le point principal, l'un des points principaux que tu as soulevé, c'est que la Russie veut que l'Ukraine soit un peu comme la Biélorussie, prospère, calme et neutre. Le cas de l'Ukraine est différent de celui de la Biélorussie, car la Russie veut que l'Ukraine reste neutre. Elle ne veut pas qu'un gouvernement ukrainien devienne le pire ennemi de la Russie, en faisant entrer l'OTAN et tous ces scénarios dont nous parlions. Mais quand les Européens envisagent, disons 600 000 soldats, ou même parlent de 800 000 soldats, ce n'est pas bon signe pour un quelconque accord. Si vous voulez un État neutre à votre frontière, vous ne construisez pas une armée plus grande que celle de n'importe quel pays européen. Vous savez, parce que cela... Allez-y. Oui, eh bien, vous savez, c'est encore un de ces points qui pourrait prendre 2 ou 3 pages, parce que l'accord ne parle pas de 600 ou 800 soldats. Il parle de personnel militaire. Donc vous voyez, cela peut vouloir dire des troupes prêtes au combat, des réservistes, du personnel administratif, et ainsi de suite. Peut-être qu'on parle de 50 000 troupes prêtes au combat, peut-être de 200 000 ou 300 000 réservistes, et encore de 100 000 ou 200 000 membres du personnel administratif ou auxiliaire. Donc ce n'est pas... Je veux dire, quand cette guerre a commencé, quand l'Ukraine était à son niveau de force maximale, selon les Ukrainiens eux-mêmes, ils comptaient près de 600 000 ou 700 000 soldats. Zelensky lui-même parlait de plus d'1 million, mais je pense qu'il exagérait. Donc vous savez, cela ramènerait l'armée ukrainienne à son niveau d'avant le début de la guerre en 2022. Je ne pense pas que ce soit l'objectif de l'accord, et je ne pense pas que les Russes accepteraient cela. Et s'ils ne sont pas d'accord, ils n'ont pas à signer l'accord de paix. Donc, vous savez, imposer ce genre de solution, me semble, si c'était un piège, ce serait le piège le plus stupide jamais conçu, parce qu'ils ne vont pas négliger ce détail. Je pense que le chiffre est important, mais il fait référence au personnel militaire, pas aux troupes prêtes au combat, pas aux soldats. Alex, l'autre point concerne le cas de Steve Witkoff. Nous savons qu'il se rend en Russie avec ce qui semble être un document officiel et qu'il va communiquer avec le président russe et son administration. En regardant la manière dont ils attaquent Steve Witkoff aux États-Unis, d'une certaine façon dans les médias traditionnels et sur les réseaux sociaux, en le traitant de marionnette russe, d'agent du KGB, en disant qu'il a de nombreux liens avec la Russie.
Tout cela montre qu'il se passe quelque chose en coulisses, quelque chose qui ne plaît pas à ces gens. Comment voyez-vous la division, une sorte de fracture ou de scission, se produire au sein de l'administration Trump? Il semble que Marco Rubio et Keith Kellogg aient été impliqués dans le plan, le document qui a été publié, et tout le monde se demandait pourquoi ils avaient eu besoin de le publier. On dirait que Keith Kellogg en était à l'origine. Il l'a rendu public avant de démissionner de son poste. Comment voyez-vous Donald Trump gérer ce type de divergence au sein de son administration? Nous devons deviner car nous ne savons pas. Mais il me semble que Trump devait, disons qu'il ne voulait pas dévoiler son jeu trop tôt. Vous voyez ce que je veux dire? Il a donc gardé Keith Kellogg pour donner l'impression qu'il envisageait une résolution pro-européenne et anti-russe de cette crise, et pour donner de l'espoir à ceux qui pensaient pouvoir ramener Trump dans leur camp. Même si j'ai toujours trouvé cela un peu factice, car Trump avait déjà refusé d'accorder à l'Ukraine une garantie de sécurité, ce qui était la priorité absolue des Européens. C'est ce que Keir Starmer avait tenté d'obtenir lors de ses premiers voyages à Washington, D.C. au début de l'administration Trump. C'est ce que Volodymyr Zelensky essayait d'obtenir lorsque l'année dernière, en octobre, je crois, ou peut-être même en septembre, il s'est envolé pour New York avant même que Trump ne soit élu. Il disait, « Eh bien voilà, nous vous offrons cet accord sur les ressources naturelles de 500 milliards en échange d'une garantie de sécurité. » Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, une garantie de sécurité signifie essentiellement que si, disons, la Pologne, la France, la Grande-Bretagne ou l'Allemagne déploient quelques troupes de dissuasion sur le sol ukrainien, peu importe, 10 000, 20 000, 30 000, elles ne gagneront pas la guerre. Mais lorsqu'elles seraient attaquées, ce qui arriverait, elles pourraient alors dire « Ah ah, regardez, les Russes nous ont attaqués. Vous devez maintenant honorer votre garantie de sécurité. » C'était donc en gros un déclencheur potentiel de la Troisième Guerre mondiale. Et Trump a dit « Non, je ne vais pas vous donner de garantie de sécurité. » Ensuite, pendant plusieurs mois, il y a eu des allers-retours. L'affaire a un peu disparu du cycle médiatique, mais on parlait des ressources naturelles de l'Ukraine. Vous savez, les minerais, pour une valeur de 10 ou 12 000 milliards de dollars. Et il s'est avéré qu'ils avaient conclu un accord secret avec les Britanniques, leur donnant le contrôle de la majeure partie des richesses naturelles de l'Ukraine. Après cela, Boris Johnson est allé en Ukraine pour essayer de convaincre Zelensky de coopérer avec Trump. Mais rien de tout cela ne s'est produit. Donc je pense que tout ce jeu avec Steve Witkoff était aussi sincère que lorsque Trump disait « Oh, je suis très déçu de Poutine ». Tout cela n'est que mise en scène. C'est uniquement destiné à certains électorats politiques internes, un public qui doit détourner et apaiser pour éviter qu'il ne se retourne contre lui ou ne tente de saboter son accord de paix. Mais je pense que dès le départ, l'intention était d'apaiser l'Europe. Et je vais vous raconter une histoire extrêmement importante. Donnez-moi une seconde. Désolé, mon majordome me demande des instructions. Un très bon exemple est ce qui s'est passé en Bosnie-Herzégovine. J'en ai parlé ces 2 ou 3 dernières semaines dans plusieurs podcasts et j'ai publié un article à ce sujet parce que c'est extrêmement important. Mais cela ne fait absolument pas partie du cycle médiatique. En l'occurrence, la Bosnie-Herzégovine, sa capitale est Sarajevo, n'est-ce pas? C'est là que la Première Guerre mondiale a éclaté. Tout était manipulé pour devenir le second front dans la guerre de l'Occident contre l'Ukraine, contre la Russie. Et cela se faisait en provoquant des affrontements entre Serbes,
croates et musulmans, qui sont les trois peuples constitutifs du pays, et surtout en poussant l'entité serbe sur place à un tel point que cet automne, il prévoyait un référendum sur la sécession. La Republika Srpska allait faire sécession de la Bosnie, et cela devait presque certainement déclencher une guerre entre la Republika Srpska et le reste de la Fédération de Bosnie, avec le gouvernement de Sarajevo. Et si cette guerre éclatait, la Serbie ne pourrait pas rester neutre. Il devrait se ranger du côté de la Republika Srpska. La Croatie serait entraînée dans le conflit, car elle compte une minorité croate en Bosnie, et la Croatie est un pays membre de l'OTAN. La Hongrie pourrait également être entraînée dans cette guerre. La Hongrie est elle aussi membre de l'OTAN. Cela pourrait donc pratiquement ouvrir un front, l'OTAN contre la Serbie et la Republika Srpska, auquel cas la Russie ne pourrait pas rester neutre. Elle devrait intervenir. C'est ainsi qu'ils ont conçu le conflit, pour entraîner la Russie dans une guerre sur un second front. Le scénario est très similaire à la manière dont la Première Guerre mondiale a été provoquée, et cette guerre s'est terminée par la dévastation totale de l'Europe et 40 millions de victimes. Voici ce qui s'est passé. D'abord, les Russes ont exercé une pression sur la direction serbe de la Republika Srpska pour qu'elle agisse dans le cadre des accords de Dayton, qui avaient défini la constitution du pays et mis fin à la guerre en 1995. Ensuite, Donald Trump a réellement apporté son soutien politique à Milorad Dodik, qui était un président très populaire de la Republika Srpska. Ainsi, ils ont préservé la direction serbe par le biais d'un candidat de substitution, Milorad Dodik. Officiellement, ils se sont conformés au diktat de Sarajevo, de la Fédération, qui émane de l'Union européenne. Je suis désolé, c'est compliqué, mais en gros, ce que je veux te dire, c'est que la guerre en Bosnie a été désamorcée pour le moment, au moins pour un an, parce que les Serbes ont accepté de reporter leur référendum d'environ un an. Donc au lieu de le tenir maintenant, ils pourraient le faire dans un an. Mais tu sais, d'ici là, on verra bien. Quoi qu'il en soit, il était largement perçu en Bosnie que les Britanniques aggravaient les tensions qui menaient à la guerre. Et c'est très clairement la coopération entre les Russes et l'administration Trump qui a désamorcé cette poudrière. Et puis, il y a environ 3 semaines, j'ai rencontré l'un des membres, je crois que je l'ai mentionné lors de notre dernière conversation, l'un des membres du gouvernement de la Republika Srpska, qui me l'a dit. Il a affirmé que depuis l'arrivée de Trump au pouvoir, les choses allaient beaucoup mieux. Ils ont dit que la différence était comme le jour et la nuit. Et puis un autre homme politique croate, il ne me l'a pas dit directement, je l'ai entendu dans une interview de podcast, a déclaré que la différence entre la Bosnie sous l'administration Biden et maintenant, c'est comme vivre sur une autre planète. On n'en parle pas dans les médias. Personne ne parle de la Bosnie-Herzégovine. Il n'y a pas de riches donateurs de Bosnie-Herzégovine que Trump doive ménager. Il n'existe pas non plus un grand bloc électoral de Serbes de Bosnie, ni même de Serbes tout court aux États-Unis. C'est donc un exemple où il semble que grâce à la coopération entre la Russie et les États-Unis, la Troisième Guerre mondiale en Europe ait réellement été désamorcée pour le moment. Et si c'est le cas, et que cette histoire est bien réelle, ce n'est pas une théorie du complot, alors c'est une véritable histoire que les médias ignorent. Si tel est le cas, se pourrait-il qu'un effort similaire soit sincèrement mené en Ukraine? Et, au-delà de cela, se pourrait-il qu'un effort semblable soit également poursuivi au Moyen-Orient? Souvenez-vous, il n'y a pas si longtemps, Al-Jolani est allé à Moscou et a rencontré Vladimir Poutine. Et tout le monde se demandait,
qu'est-ce que c'est que cette histoire? Les Russes trahissent le peuple syrien. Puis, après cela, Al-Jolani est allé voir Trump et tout le monde a explosé. Regardez, Donald Trump serre la main d'un chef d'Al-Qaïda. Mais, vous savez, personne ne semble envisager ce que mon ami Tom Luongo a mentionné, à savoir que Trump et Poutine disaient probablement à Jolani « Maintenant, tu travailles pour nous, et nous jouons un jeu différent de celui de tes maîtres britanniques et turcs. » Et je pense que, d'une certaine manière, la Turquie est également amenée à coopérer dans cette affaire. Je pense que les gens disent que je donne trop de crédit à Trump, mais je crois qu'il est plausible, et j'irais même jusqu'à dire probable, qu'une nouvelle architecture de sécurité soit en train d'être élaborée et préparée pour le monde en ce moment même. La paix en Ukraine en sera un élément majeur, et les enquêtes en cours contre le gouvernement ukrainien, les oligarques et les dirigeants européens en font partie. Ils vont être forcés de se rallier ou ils appartiendront au passé. Cela va entraîner une vague de changement de régime en Europe. Donc vous savez, la paix est poussée par des acteurs très puissants, la Russie et les États-Unis, et elle est combattue par des acteurs très faibles qui n'ont aucune carte en main.